Vous les suivez à la jumelle, vous on les suit surveillez à la jumelle, ouais. Et c'est vous qui pouvez prévenir C'est nous qui l'hélicoptère pouvons de la prévenir, sécurité ouais, civile tout à fait, pour ouais. les secours. Ouais, ouais. On le sait d'avance, je veux dire, nous quand on commence la saison d'été, puisque c'est quand même pendant l'été qu'il y a plus de morts, on sait pertinemment que bon, il y en aura qui y passeront, quoi. Heureusement, les vrais alpinistes, conscients des dangers, restent la majorité, même s'ils doivent s'entasser les uns sur les autres. Au goûter, on note par exemple 200 personnes pour 120 places. Les réservations devraient être obligatoires. Si un guide prend 3200 francs pour faire le Mont Blanc avec 2 clients, le refuge, lui, fera payer 200 francs la nuit par personne, même si les toilettes les plus hautes de France restent très précaires. Pour approcher cette beauté, l'assimiler, il faut avoir connu la pureté de l'air à 4 heures du matin, à plus de 4000 mètres. Au-delà du refuge, lorsque la France des vacances dort encore, des hommes bardés de cordes et de crampons attaquent le Mont Blanc, devant lequel il faut savoir rester humble, car ces colères peuvent être terribles. Vivre en France, c'est aussi savoir profiter de magnifiques jardins. Les châteaux et leurs parcs font partie de notre patrimoine. Je vous propose une promenade romantique à l'ombre de vieilles pierres dans un jardin magnifique, celui du château de Courrance, dans le département de l'Essonne. Courrance, son château du XIIIe siècle et son parc, créé 4 siècles plus tard par André Le Nôtre. D'abord, on n'est pas sûr que ce soit le nôtre. On dit inspiré par. C'est tellement bien fabriqué que c'est probablement par lui. Le style de Courrance ressemble en effet aux réalisations du grand maître jardinier paysagiste du XVIIe, notamment l'utilisation des 16 sources du domaine qui alimentent cascades, canaux, nappes et bassins, une eau apprivoisée pour le plaisir des yeux et des oreilles. Ne disait-on pas au XVIIIe siècle que les parterres de Célie, les boîtes fleuries et les eaux de Courrance sont 3 merveilles en France. L'entretien est largement subventionné par les villes. Quand il y a de la casse, quand il y a des réparations importantes, quand il y a les fuites de pièces d'eau, ça c'est autre chose. À côté du parc à la française, la douceur et le charme d'un jardin anglo-japonais créé entre les deux guerres par la marquise de Ganay. Ici, des essences rares, des arbustes et plantes aux formes et coloris étudiés, et bien sûr toujours de l'eau. Courrance, je vais appeler ça un parc. C'est ma danseuse. Alors moi, je m'occupe beaucoup du parc pour faire que ce soit aussi impeccable que possible. Je cherche peut-être la petite bête. Quand je vois une ortie, ça m'agace. Quand j'en vois 2, ça me fout en boule. Alors le jardin, là où il y a le jardin japonais que vous avez vu tout à l'heure, alors ça, c'est beaucoup plus le travail de ma femme. Henri IV, Richelieu, Anatole France, Madame de Sévigné ou encore Marcel Proust sont passés à Courrance. La beauté et l'esprit des lieux, il est possible de les retrouver les samedis et dimanches après-midi, de Pâques à la Toussaint. La beauté et la richesse, on les trouve aussi à l'intérieur des châteaux avec le mobilier. Dans ce domaine, certaines régions ont su acquérir une renommée internationale. C'est le cas pour les meubles de Revel, entre Toulouse et Carcassonne. Depuis des générations, des artisans passionnés réalisent de vrais chefs-d'œuvre. C'est l'art de la marqueterie et de l'ébénisterie. Du bois, des forêts, il y en avait autour de Revel. Pas plus, pas moins que dans d'autres régions. On y fabriquait des meubles, ni mieux, ni moins bien qu'ailleurs. Pourtant, au pied de la montagne Noire, cette bastide médiévale du XIVe siècle est devenue au fil des années la capitale française du meuble d'art. Cette renommée, Revel la doit à un maître ébéniste des ateliers de Versailles, venu s'installer ici en 1889, Alexandre Mounoury. Son art, il l'a enseigné, l'a transmis, des dizaines d'ateliers se sont créés autour de lui et des générations d'ébénistes ont suivi et ont fait de Revel la plus grande concentration d'artisans spécialisés. Mes clients sont quelques fabricants de meubles de Revel et des particuliers, une petite clientèle particulière. On fait du neuf, on fait beaucoup de restauration.
Je suis en train de terminer une bibliothèque Louis-Philippe à Noyer. Vous y êtes depuis combien de temps? 3 semaines environ. 3 semaines. Ouais. Et elle sera terminée quand? D'ici 2 jours. Seulement le montage. Il n'y a pas vraiment de difficulté là. Le tout, c'est le tour de main et il faut surtout pas que le tampon colle. C'est pour ça que je mets de l'huile sur mon tampon pour faciliter le glissement. Vous êtes depuis combien de temps à Revel? 2 ans. Et pourquoi vous êtes installé ici? Pour le meuble d'art. Hein. Et là. Là, je suis en train de faire une vignette or sur une tirette d'un bureau à cylindre de style Louis XVI. On en voit encore beaucoup des bureaux Louis XVI? Oui, quand même, pas mal, oui. Et qui les achète? Tout le monde peut acheter du Louis XVI, ça, il suffit d'avoir les moyens. Autrefois symbole de réussite et de confort, le meuble traditionnel avait laissé la place à d'autres matériaux, d'autres styles. Aujourd'hui, il revient doucement, l'artisanal, le fait main redeviennent des valeurs sûres, car un beau meuble ne perd jamais de sa valeur. C'est vrai qu'à l'époque, quand mettons un couple se mariait, on faisait la chambre à coucher, et après on faisait la salle à manger, le salon. Actuellement, bon, les personnes nous commandent une pièce et complètent petit à petit. Même dans les jeunes, il y a un retour vers certaines valeurs. Et des jeunes, il y en a beaucoup à Revel, qui aiment le bois et qui aiment le travailler. Autant d'artisans dans la place ne pouvaient générer qu'un formidable échange de savoir-faire. Depuis 1975, le lycée professionnel prépare au diplôme de la profession, du CAP au BTS en ébénisterie, tapisserie ou sculpture, et dans la discipline qui a fait la renommée de Revel, la marqueterie. Entrer dans un atelier de Revel, c'est redécouvrir un monde que l'on avait presque oublié. Un monde où le meuble est avant tout une œuvre collective, avec simplement du bois brut à l'objet fini, une main différente qui sait, qui va transformer lentement et patiemment la matière. Avec bien souvent des outils et des techniques qu'utilisaient les ébénistes du siècle dernier. Ainsi, pour la pose de la marqueterie, on emploie toujours de la colle d'os et de peau, passée à chaud, et certains anciens se servent encore d'un fer chauffé à la braise. On n'est pas au courant de à qui sont vendus les meubles. Non. On les fait, mais on ne demande pas où vont les meubles. La marqueterie s'appelait autrefois la peinture de bois. Sur de fines feuilles de bois sont découpés chaque motif, chaque détail du dessin. Pour donner la couleur et le relief, on choisira des essences de bois différentes qui seront ombrées dans du sable chaud. Le puzzle sera ensuite reconstitué, collé. Un travail terriblement minutieux, indispensable si l'on veut égaler les plus grands. Là, je suis en train de réaliser une frise pour le bureau cylindre Louis XV du roi, qui sera la partie du milieu du cylindre. Là, ça fait 2 mois et demi que je travaille dessus. C'est long? C'est très long, et c'est pas fini. On n'a pas trop droit à l'erreur quand même. La finition d'un meuble d'art, c'est aussi l'occasion de se souvenir de petits métiers, comme par exemple le ciseleur sur bronze. Je suis passé par plusieurs stages et puis moi j'ai choisi le métier du bronze parce que c'est artistique, tout ce qui j'aime bien le dessin, la sculpture. Il faut fabriquer les outils. Moi ça m'intéresse quoi. Autrefois destiné à protéger les parties fragiles du meuble, le bronze prend au XVIIe siècle une fonction décorative. 10 jours sont nécessaires rien que pour ajuster les bronzes de cette commode Louis XVI. J'en ai vu passer, oui. Même des spécialités, j'ai vu passer de belles choses pour les émis là. Surtout on a fait le bureau du roi, c'est ce qui est de plus beau. Aujourd'hui, grâce à Revel, le XXe siècle peut encore réaliser des œuvres d'époque. Mais demain, déjà l'interdiction d'importer certains bois, le coût de formation d'un artisan ou encore le manque d'information et de distribution menacent un patrimoine envié, mais fragile. Et pourtant, le meuble français peut et doit rester fidèle à sa réputation. Et c'est la référence historique, c'est de la preuve de la qualité bien souvent. Et effectivement, il y a une transmission de savoir-faire en France qui perdure depuis
plus de 3 siècles maintenant, et qui fait que les artisans français sont toujours jouissent de la plus grande renommée au travers du monde entier. Parmi toutes les très très belles choses que nous ont léguées nos ancêtres, il y a bien évidemment les cathédrales. L'une des plus belles qui soit, un véritable joyau, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est la cathédrale d'Amiens dans la Somme. Mais 8 siècles après sa construction, elle avait besoin d'être restaurée. Et pendant les travaux, on a fait une découverte absolument étonnante. À l'origine, Notre-Dame d'Amiens était peinte avec de multiples couleurs qui ornaient ses murs et ses statues. De ce paysage d'eau empli d'une lumière rebelle est né au XIIIe siècle, entre 1220 et 1260, tout en couleur, Notre-Dame d'Amiens. La plus vaste des cathédrales. Ces visages qui ne sont pas de pierre sont ainsi suspendus depuis 800 ans. Et leurs traits montrent bien que ces personnages, saints ou monstrueux, ont tout compris. C'est ici pour la première fois sur une cathédrale que l'on applique pour nettoyer les sculptures du porche et le porche lui-même un procédé révolutionnaire, le laser. La crasse accumulée par des décennies dues à la pollution et aux intempéries s'efface sous le crépitement de la petite lueur. Donc je suis en train de décrocher la salissure noire de la pierre. Donc le laser a un effet uniquement sur la couche de salissure noire. Elle décroche la couche de salissure sans du tout attaquer la pierre. On peut le voir. Voilà. Vous voyez, lorsque la salissure est importante, le bruit est important. Lorsqu'il n'y a plus de salissure, je peux rester sur la pierre, il ne se passe plus rien. Là, et le bruit, évidemment, vous voyez, on n'entend plus rien. Cette technique utilisée ici depuis le mois de juin révèle peu à peu des présences. L'ocre, des formes et des traits réapparaît. Les silhouettes du porche reprennent leur vraie dimension sous l'effet du nettoyage au laser qui se fait avec une grande précision. Ce procédé a été mis au point au laboratoire de recherche des monuments historiques à Champs-sur-Marne. Grâce à lui, ces visages ne sont plus oubliés. Ici, la pierre était peinte également, elle a été recouverte de salissure, elle a été repeinte. Donc il y a plusieurs couches de polychromie qu'on doit nettoyer. Pour l'instant, la technique de laser, de nettoyage laser n'est pas utilisée sur la polychromie parce que nous ne sommes pas complètement au point et qu'il nous manque encore quelques informations sur les effets de ce rayonnement laser sur la polychromie elle-même. Mais tous les espoirs sont permis et les premières informations que nous avons sont très encourageantes. Reines et saints étaient en couleur sous le porche et bien sûr, toutes les statues à l'intérieur de la cathédrale. Ainsi l'avait voulu Robert de Luzarches, architecte de la cathédrale d'Amiens. Sur ce haut-relief, on aperçoit la cathédrale colorée au XIIIe siècle. Il raconte la tragique histoire du premier évêque d'Amiens au XIIIe siècle, son espoir et ses souffrances. Le désarroi du peuple et sa foi. Tous les hauts-reliefs étaient peints, comme l'étaient à l'extérieur les statues des porches de toutes nos cathédrales. Beaucoup de chapelles étaient coloriées, même la chapelle qui accède à la sacristie était coloriée, ce qui nous pose des problèmes actuellement parce qu'on se demande s'il n'y a pas un champignon qui détruit cela. La chapelle axiale est encore colorée, elle était refaite d'ailleurs au XIXe siècle, mais évidemment la poussière étant tombée là-dessus, si vous voyez d'autres hauts-reliefs en pierre de la cathédrale, c'est tout noir. Comme celui-ci, pas encore nettoyé. Mais faut-il, si l'on sait que les statues étaient colorées et quelles étaient leurs couleurs, les recolorer? Un débat international permettrait, dans le cadre d'une commission internationale, d'en appeler, étant donné l'inscription au registre mondial de l'UNESCO de la cathédrale, qui appartient donc maintenant au patrimoine de l'humanité, eh bien, il appartient à l'humanité de nous dire si elle souhaite avoir, d'ici la fin de ce siècle, par rapport à cette plus grande cathédrale, la plus parfaite, la plus aboutie du monde gothique, si elle souhaite avoir une cathédrale restaurée mais éteinte, ou une cathédrale dont le principe de coloration pourrait être retenu comme ultime témoignage d'un art particulièrement grandiose. Sur certaines des statues à l'extérieur, on a décelé jusqu'à 26 couches de peinture. Laquelle est la bonne? Et faut-il reconstituer? C'est tout le débat entre les bâtiments de France, la ville d'Amiens et bien sûr le public.
Notre-Dame d'Amiens passionne ceux qui en ont la charge. Elle recèle tant de beauté. Ces stalles sont parmi les plus belles de France. Il y a là 4700 figures en bois, façonnées avec art par 6 menuisiers qui se servaient il y a 800 ans de ciseaux à bois, d'une gouge et d'un maillet. Napoléon dira quelque chose en arrivant ici, voilà ce qu'il a dit. Oh, un athée ici, il doit s'y trouver mal à l'aise. Absolument. C'était bien une philosophie napoléonienne. Et Marcel Proust disait, cette cathédrale nous aime. Les églises et les cathédrales, ce sont sans doute les plus beaux endroits pour chanter, et le chant est une passion partagée par des milliers de Français qui chantent en chœur. Il y a environ 8000 chorales en France, comme celle de Saint-Léger sur Beuvray, un village de Bourgogne. L'épidémie est endémique mais inoffensive. Le virus du chant a gagné Saint-Léger sous Beuvray. Un habitant sur 10 y a succombé. La répétition hebdomadaire confirme le souffle du cœur. Pour moi, chanter, c'est naturel, c'est comme respirer. C'est un besoin de se défouler, de se retrouver ensemble aussi. Ça nous oblige à certaines tenues physiques en même temps. Ce qui fait que quand nous sortons de nos 2 heures de répétition, comme ça, nous sommes à la fois fatigués et courageux. Celui qui n'est pas dans une chorale et qui chante pas, on ne peut pas savoir, mais on s'exprime et on s'éclate. C'est un terme de jeune, mais enfin, vraiment, quand aux répétitions... Les bases, vous partez tous, au départ, sur Oh, non pas sur Oh. Lieu de plaisir chaste et passionnel, à l'église, le diagnostic est formel. Le chant mue la démarche technique en démarche personnelle. Il y avait une image du chant choral autrefois qui était une image scolaire, celle du conservatoire, celle du patronage. Et on a découvert que le chant choral était vraiment une activité humaine qui dépasse le cadre des institutions. Et les gens découvrent le bonheur. On peut vivre en chantant. On peut imaginer même un humanisme du chant choral. Et quand en pleine santé, la voix vibre, ce sont les êtres qui s'accordent. Maintenant, une tradition qui, à l'approche de l'hiver, remplit les salles des fêtes ou les cafés, c'est le loto. Un loto de campagne où on gagne des filets garnis, des canards gras et parfois même aujourd'hui des postes de télévision. La population du village se réunit pour tenter le carton plein à l'invitation d'un club de rugby ou d'une association de chasseurs. Et cela n'est pas triste comme ce loto à Villefranche-de-Lauragais. Bouléguer, c'est faire tourner le boulier qui tire les nombres de 1 à 90. Au mois de janvier, dans le sud de la France, on boulègue du vendredi soir au dimanche après-midi. Dans les salles de classe, dans les cafés, dans les mairies ou sous chapiteaux. Qu'on appelle cela loto, rifle ou quine, on reste les yeux rivés sur son carton. Une ligne de 5 nombres, c'est la quine. Les 3 lignes, c'est le carton plein. Le moment le plus fort, c'est quand on attend 1 ou 2 numéros. On dit on n'est pas loin, peut-être on l'aura. Et voilà. Quand on gagne, on crie très fort. C'est comme le casino ici. Je ne suis pas chanceux, je n'ai jamais gagné. Enfin, on vient, on porte de l'argent au rubis toujours. Seules les associations ont le droit d'organiser des lotos. Par arrêté préfectoral, ces jeux de hasard donnent lieu à des lots uniquement alimentaires, n'excédant pas une valeur de 5 000 francs.
Mais depuis longtemps, le magnétoscope a remplacé le canard gras et certains lotos jouent la surenchère. Depuis 30 ans, à Villefranche de Lauragais, le loto du siècle, avec ses 150 000 francs de lot, attire des milliers de personnes. Selon ses résultats, le club de rugby passera ou non en groupe A. Ici, pour faire jusqu'à 100 000 francs de bénéfices, on n'hésite pas à offrir 2 voitures. À cette époque-là, les gens étaient moins exigeants. On lotait surtout des canards gras, une paire de bœufs tous les ans. Mais aujourd'hui, bon, la campagne devient déserte, donc on n'a plus besoin de bœufs et on travaille avec des chevaux vapeur. Bon, tout le monde sait que nous le faisons pour faire tourner une association, que nous sommes des bénévoles. Et partant de là, bon, je crois qu'il y a des gens qui ferment les yeux. Pour le club, pour gagner ou pour s'amuser, on vient dans ces casinos des champs avec le même sérieux qu'un flambeur en nœud papillon. Vous avez beaucoup de personnes, de joueurs qui recherchent des numéros. Là, actuellement, là, j'ai donné des 90, des 69, des 13. Là, des superstitions qui arrivent. Et là, vous avez des personnes qui arrivent, des joueurs. La grand-mère leur a dit, prenez un carton avec le 14 et le 9. D'ailleurs, à la quine, tous les nombres ont leur surnom. Tout seul, 2 comme papa. Le 71, c'est le zizi en bronze. 12 tirer la blouse, 14 l'homme fort, 13 Marie-Thérèse, 22 les flics, 33 docteur, 20 sans eau. Mais le 6 et le 9 se taillent toujours un franc succès. Tout le monde sait le 69 quand même, merde. 69, c'est la piste étoile, là. Le 69, un couche-toi plus. 69, essuyez-vous les moustaches. 90, c'est le vieux. Pour ce plaisir-là, et parce que la salle des fêtes est chauffée, dans bien des campagnes, on tente encore le carton plein. Bouleg, bouleg. Le nord de la France a également ses traditions. C'est une région qui, vous allez le voir, a plus d'un bonbon dans son sac. On connaît tous les bêtises de Cambrai, on connaît déjà moins la babelute de Lille, mais vraiment connaît-on la coloche de Maubeuge? Eh bien, c'est un joli petit berlingot dont la recette avait presque disparu, mais un jeune forain a réussi à en relancer. Ce sont de très vieilles fêtes populaires. Eh bien, dans ce domaine, je vous propose de faire un grand plongeon dans le passé à la découverte d'un endroit magique, une formidable collection de vieux manèges et de carrousels. Souvent, la fête foraine allume ses ampoules multicolores au rythme d'une parade ou d'une fanfare municipale. Sous les verrières de l'ancienne école des usines Citroën à Paris, la fête est devenue celle des attractions et accessoires forains. Beaucoup sont de robustes centenaires, tels les manèges de vélocipèdes. Avec ou sans orgue de barbarie, ces bicyclettes fort peu aérodynamiques ont procuré à des générations d'adultes leurs premières expériences de la vitesse. Le forain a toujours présenté la modernité. Il fallait étonner le public. Conséquence, chaque fois qu'une nouvelle découverte scientifique ou technique apparaissait, il l'utilisait. 1820, invention de la bicyclette, 1848, premier manège de vélo, et là, les gens entraînaient ce manège en pédalant, bien sûr, et pouvaient atteindre des vitesses allant jusqu'à 40 à l'heure. Les forains savent aussi montrer aux enfants ces animaux d'au-delà des mers, lions, éléphants, chameaux, qui parcourent les territoires lointains que la France a possédés en Afrique et ailleurs. Cela fait 25 ans que Jean-Paul Favant collecte, rassemble, remet en état de marche, restaure, avec le concours de 8 à 10 personnes, tout ce qui touche aux objets et métiers forains. À ce jour, sa collection compte plus de 1500 pièces. La plus ancienne est un manège de 1860 qu'un cheval entraînait.